autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le premier magazine de traitement de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Numéro spécial, ce soir avec un homme politique, Charles Blé Goudé, président du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. 8 ans après avoir été transféré à la CPI, l'ancien leader des Jeunes Patriotes a retrouvé son pays, la Côte d'Ivoire, il y a exactement 176 jours, soit 5 mois et 25 jours. Depuis, le très ambitieux quinquagénaire prône désormais des relations apaisées avec l'ensemble de la classe politique et le pouvoir en place. Charles Blé Goudé veut se tailler un costume d'apôtre de paix. Réussira-t-il? Parviendra-t-il à se défaire des clichés que beaucoup lui collent? Est-il sur la bonne voie? Jusqu'où il est prêt à aller pour réaliser son ambition de diriger ce pays? Quelle place occupe-t-il au sein de la gauche ivoirienne? Ses intentions et ambitions pour le pays? Toutes ces questions et l'actualité sociopolitique à 360 degrés soumis ce soir à Charles Blé Goudé. Et avec moi en plateau ce soir, Franck-Stéphane Dédy, consultant international en stratégie. Bonsoir Franck-Stéphane. Bonsoir Ali. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être là. Professeur Simplice Dion-Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ali. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup. L'homme aux images qui se retrouve avec un invité qui, lui, également, a dans son panier beaucoup de proverbes avec des images. On sera servi en images, en tout cas, ce soir. Docteur Bangali Ngouran Gédéon, enseignant-chercheur à l'Université Lauragnon-Guédé de Daloa. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Ali. Landry Couillot, juriste, analyste politique et enseignant-formateur à l'ENA. Bonsoir, Landry. Bonsoir, Ali. Tout va bien? Parfaitement. Parfait. Docteur Arthur Banga, historien, spécialiste en sécurité et défense, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, analyse politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Tout va bien? On aurait dit que vous vous êtes entendu pour vous habiller dans la même couleur, presque. C'est l'esprit. On savait qu'on retrouvait une personnalité aujourd'hui, donc on s'est dit qu'on devait se mettre de façon... Et cette personnalité, c'est Charles Blé Goudé. Bonsoir, monsieur le président du COJEP. Bonsoir, M. Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. La dernière fois qu'on vous avait en face comme ça, c'était à La Haye, et vous nous aviez reçus à votre domicile de La Haye. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie. Parfait. Monsieur, vous le savez, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, la COJEP, sera absent aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, annonce faite par son président, vous, Charles Blé Goudé, dimanche dernier au cours d'un conseil politique à Abidjan. Je vous propose de faire le point avec notre reporter Thiemé Dandje et on en parle juste après. Premier rendez-vous de communion base et direction du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité, depuis le retour au pays de son leader, Charles Blé Goudé. La tribune, le conseil politique ordinaire du parti. Au terme des assises, plusieurs décisions tombent, dont l'une très attendue, relative aux élections locales du 2 septembre prochain. Le conseil politique décide de rester prioritairement focus sur les actions de paix, de cohésion et de rassemblement des Ivoiriens. Le COJEP n'aura donc aucun candidat sous une forme ou une autre. À la tribune, le président du parti énonce les raisons de cette non-participation. C'est un pays qui sort des crises et qui cherche à penser les plaies qui ont été laissées par les différentes crises électorales qui ont secoué la Côte d'Ivoire et qui ont causé beaucoup de morts. De ce point de vue, notre mission est de recoudre ce qui a été déchiré. Nous nous mettons donc en mission de paix dans notre pays. L'objectif premier du COJEP et sa priorité n'est pas une démarche électorale. C'est une démarche de recherche de paix. Autre point abordé, l'alliance RHDP-FPI et la composition de la CEI, Commission électorale indépendante. Nous, au COJEP, on respecte les autres. Dans leurs décisions, dans leurs démarches, je n'ai pas à critiquer un partenariat entre deux partis qui ont signé ce partenariat selon les intérêts des différents partis. Donc moi, je ne veux pas jouer les procureurs derrière les autres partis. Je souhaite qu'on confie, et le COJEP le demande instamment, qu'on confie l'organisation des élections à des techniciens et non à des partisans.
Telle est notre position. Que les partis politiques partent battre campagne et partent présenter aux Ivoiriens leur offre politique. Et non qu'ils cherchent à contrôler l'organe d'organiser les élections. Dans une salle archi-comble, délégués et coordonnateurs de base ont un autre défi à relever, ratisser large sur le terrain pour faire du COJEP l'une des principales forces politiques du pays à l'horizon 2025. Ce n'est plus Blé Goudé d'ancien qu'on avait vu, mais aujourd'hui, Blé Goudé est dans la peau d'un futur président de la République de Côte d'Ivoire. Alors tout son langage à l'époque a été soigné jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as un président qui a une vision, tu ne peux qu'être heureux. Et aujourd'hui, après l'avoir écouté, nous sommes encore plus confiants dans les perspectives et nous avons foi que nous allons atteindre ces objectifs. Il a la parole, il a l'art de la parole, il a l'art de convaincre. Et nous savons que nous allons arriver au pouvoir par la grâce de Dieu. Ce conseil politique ordinaire, qui s'est tenu dans une ambiance bon enfant, est la première du genre depuis le retour en Côte d'Ivoire du président du COJEP, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, dans cette émission, nous allons parler de cohésion sociale et réconciliation dans la première partie, dans la seconde de politique nationale et internationale. Dans la troisième, d'économie et de société, et dans la dernière, vous reviendrez sur votre ambition et votre projet pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le premier sujet, la cohésion nationale et la réconciliation, vous qui êtes au pays depuis un peu plus de 5 mois aujourd'hui, quel est l'état des lieux que vous avez fait? On vous a entendu en parler dans vos prises de parole, à la faveur des meetings que vous avez animés, des rencontres que vous avez eues avec vos partisans. Aujourd'hui, sur ce plateau, quel est l'état des lieux que vous pouvez dresser de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? D'un côté, on estime qu'on est réconcilié, d'un autre, ce sont les hommes politiques, donc vous, qui jouez sur la réconciliation nationale, parce que le peuple n'a aucun problème. Réaction, tout de suite? Merci. Je vous salue, je salue tout le monde sur ce plateau. Ce n'est pas vrai de dire que le peuple n'a aucun problème. On le dit souvent. Moi, j'ai tourné en 5 mois. Je suis allé vers les Ivoiriens et je dois préciser que je ne suis pas allé vers mes partisans. Quand je vais dans les villes, ceux qui sortent pour m'écouter, qui me réservent cet accueil chaleureux, ce ne sont pas seulement des militants du COJEP. Je vais dans les mosquées, je vais dans les églises, je rencontre des individus qui sont profondément blessés, qui sont silencieux. Vous ne les entendez pas. Mais ce que vous entendez ne représente pas les Ivoiriens. Je suis allé parler avec eux. Ils ont besoin d'être écoutés. Je suis même allé vers ceux avec qui je m'étais brouillé pour leur demander pardon. Parce que moi, je ne discute pas les ressentis. Quelqu'un dit, j'ai été blessé par tes actions ou tes propos, vrai ou faux. C'est lui qui a le ressenti. Et vu ma démarche, je vais vers eux. Mais je pense que les Ivoiriens avaient besoin qu'on vienne vers eux. Surtout qu'un acteur majeur vienne vers eux pour parler avec eux. Ce n'est pas moi qui me suis autoproclamé acteur majeur, sinon je ne serais pas là. Moi, je ne suis pas ministre de la Défense. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Et j'y ai été. Ma responsabilité a été située au niveau juridique. Il y a une réalité dans mon pays. Et c'est à cela que je participe. Ce que je peux dire, les Ivoiriens ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin qu'on prenne en compte leurs ressentis. Cela est très important. On ne fait pas la politique pour nous-mêmes. On la fait pour le peuple. Et donc, je n'ai pas encore fini. Mais à mi-parcours, je pense que l'exercice est un bon exercice. J'ai seulement fait quelques régions et je continue. Là, je m'apprête à aller à Bouaké. Et si on essayait de mettre un mot, sinon des mots, sur les ressentis des populations, vous dites qu'il y a un problème. Vous avez écouté certains Ivoiriens, effectivement, qui vous ont évoqué leurs ressentis, les problèmes qu'ils rencontrent, leur lecture concernant la réconciliation et la cohésion nationale. Vous devez mettre des mots sur ces ressentis. Je vais vous donner l'indice. Dites-nous. Il y a eu l'appel à l'enrôlement. Malgré toute la campagne qui a été faite, il y a seulement 500 000 nouveaux qui sont enrôlés sur la liste électorale. En réalité, il faut réconcilier le peuple avec la classe politique. Ils ne se sentent plus concernés. Voilà ce qu'ils reçoivent. Vous cherchez les mots, voilà. Ils ne se sentent pas dans l'action politique. On les utilise, ils sont les premières victimes. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Docteur Bangali, réaction? La première réaction, déjà, c'est des mots de remerciement
au président du COJEP qui se prête à cet exercice voilà, de démocratie, d'être avec nous ce soir. Et ensuite, on découvre qu'il y a la construction d'une nouvelle image qui se positionne comme une personne qui rassemble par son verbe, mais aussi par les actes qu'il pose. Tout à l'heure, on a vu que, selon le communiqué final de son parti, le Conseil politique, il a été dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller aux élections locales parce qu'il estimait qu'il n'était pas opportun d'être à la fois juge et arbitre, donc pour rejoindre son engagement à être le géry de la réconciliation. Mais on sait qu'un parti politique, lorsqu'il est créé, constitué, c'est d'abord avant tout pour porter des ambitions de pouvoir et les défendre à travers des élections. J'avoue qu'on avait déjà tout vu en Côte d'Ivoire, sauf un parti qui renonce à la compétition électorale pour mieux se concentrer sur la réconciliation. Donc, disons que ma conscience, ma mémoire fait une sorte de rejet de cette hypothèse. Et elle construit une autre hypothèse. Et j'aimerais bien demander à M. le Président du COJEP, est-ce que le parti ne se retrouve pas privé de participation électorale en raison de la condition de l'heure de son président? Est-ce qu'on ne réduit pas le destin, le sort de tout un parti à la condition de son président qui est dans l'incapacité juridique d'aller à ces élections? Et donc, du coup, disons que le parti se retrouve dans une sorte de boycott qui ne dit pas son nom. Charles Blegoudé. Merci. Bien, c'est un commentaire qui engage son auteur. Voilà, il faut le noter. Il y a quand même une question. Ah oui, je vais y répondre, c'est pourquoi je suis là. Bien sûr. Voilà. C'est notre choix. Les commentaires sont libres. Il faut respecter simplement notre choix. De ne pas aller aux élections pour les raisons qui ont été évoquées. Avant que je ne vienne ici, M. Delassouba, vous êtes allé m'interroger à la haie. Bien sûr. Vous pouvez remettre l'interview un jour. Je suis exactement en train de faire ce que j'ai dit, que je ferais si j'arrivais ici. L'intégrité, c'est la cohérence, la concordance entre vos déclarations et vos actes. Je ne cours pas derrière une élection. Et je ne suis pas seul. Nous avons mené un débat de 14h à 19h, 45 minutes. J'avoue que ce n'a pas été facile. Mais j'ai exposé, j'ai été contredit. Et in fine, nous avons pris la décision que je puisse continuer la mission de paix. Ça, c'est ce que nous avons décidé nous-mêmes. Maintenant, on peut ne pas le comprendre maintenant. On le comprendra plus tard. Deuxièmement, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit, que ferez-vous si vous arrivez en Côte d'Ivoire? Que les autres n'ont jamais fait. Et il vient de confirmer ce que j'avais dit. Je ferai ce que les autres n'ont jamais fait. Ce qu'ils n'ont jamais fait, aucun parti n'a jamais renoncé à aller aux élections pour la paix. C'est ce que je fais. Et ça, c'est inédit. Il faut le saluer, il faut nous encourager. Très bien. Arthur Banga. D'abord, c'est l'exercice démocratique, comme l'a souligné Bangali, intéressant d'avoir Charles Blegoudé avec nous pour discuter. Réconciliation, aujourd'hui, c'est vrai, on peut concéder deux choses à Charles Blegoudé, c'est-à-dire c'est un acteur majeur de la crise. Et en tant qu'acteur majeur de la crise, c'est très intéressant de le voir parler de réconciliation, c'est très intéressant de le voir parler au peuple, essayer ça. Après, il y a deux questions que ça pose clairement. Moi, je partage totalement l'avis de Bangali. Non, ne pas aller aux élections, pour moi, pour réconciliation, c'est un prétexte. Pourquoi? Parce que, au contraire, c'est l'exercice électoral qui va confirmer la paix, qui va nous permettre de jauger la paix. On ne peut pas me dire que je ne vais pas... C'est comme si on opposait pratique de la paix et élection. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, l'élection fait partie du processus de réconciliation. Parce que ce qui va valider aussi qu'on est réconcilié, ce qui va valider que notre démocratie est en place, c'est qu'on organise des élections. Et c'est d'ailleurs sur ces élections qu'on a des problèmes. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est clair à mon avis. À mon avis, aujourd'hui, d'abord, Charles Blegoudé peut être candidat. Ensuite, deuxième chose, je vois très mal comment le COJEP peut gagner une seule commune. Très franchement, au-delà de ne pas gagner une seule commune, je ne vois même pas comment ils feront 15% dans une commune. Donc, là, vous êtes un peu dur, hein? Non. Le COJEP a quand même des cadres en son sein qui pourraient... Moi, je n'y crois pas. C'est mon droit. C'est votre avis, absolument, c'est votre avis. Je ne vois pas comment le COJEP peut gagner une commune. Et même s'ils vont aux élections, ils ne gagneront pas de commune. Et donc, prendre le temps, c'est aussi compréhensif, hein, de construire, de s'installer, etc.,
Et plutôt que d'aller à une élection dans laquelle la déculottée sera un peu fatale dans la construction de son parti, c'est un choix tactique. La deuxième chose que je vais dire qui dérange aujourd'hui sur le thème de la réconciliation, c'est qu'aujourd'hui, tout homme politique qui se lève dit qu'il fait ça pour la réconciliation. Affinguessan signe un accord avec le RAGP, c'est pour la réconciliation. Sans doute demain, le PDC et le PPACI vont signer un accord pour la réconciliation. Du coup, la parole de la réconciliation venant de la classe politique n'est plus crédible. Elle n'est pas crédible parce que à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est pour la réconciliation. On ne voit pas de projet clair de réconciliation. L'exercice cathartique a été déjà pratiqué avec toutes les institutions qu'on a eues, la CDVR, la CONARIV, les gens se sont déplacés, ils ont fait les mêmes tournées que vous. Vous n'étiez sans doute pas là, mais ça existait. J'ai été moi-même temps au ministère de l'Intérieur, on faisait la même chose. On a vu le général Apallo tourner pour les mêmes choses. Donc, il y a déjà eu cet exercice-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut entendre des réconciliations d'un parti politique, à mon avis, on veut entendre un projet clair. La réconciliation, pour nous, c'est ça. On doit agir comme ça. On doit prendre telle initiative. C'est plus clair, à mon avis. Sinon, ça reste un prétexte. Aujourd'hui, c'est tel que perçu. Et ça ne crédibilise pas un peu plus la classe politique. Très bien. Charles Blé-Goudé, réaction? Bien sûr. Bien, moi, je croyais avoir sur cette table des scientifiques et non des préjuditateurs qui peuvent deviner, mais ne sais pas sur quelle base, que tel parti ne peut même pas avoir 15%. On a déjà entendu ça. Même sur le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui ne sait jamais rien dans ce pays. Il a son 3e mandat. Faisons attention à ce que nous disons. Vous voyez, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et je dis, je le répète, la CDVR n'a pas fait ce que je faisais. C'est parce que je veux même faire le contraire de ce que la CDVR faisait. Pourquoi? Tout le monde savait les ambitions du président de la CDVR en son temps. Tout le monde le savait. Même le président de la République le savait. Cette mission ne pouvait pas réussir. Parce que l'on voulait s'en servir pour se positionner. Moi, je dis, je renonce à l'élection, à la course, pour pouvoir être crédible au contraire. Pourquoi on ne voit pas quelqu'un qui vient pour faire campagne sous prétexte de la réconciliation? C'est mon choix. Et je veux aller vers ceux que j'ai heurtés hier. Je veux aller vers ceux qui ne m'ont pas compris hier. C'est mon choix. On peut ne pas le comprendre aujourd'hui, mais je veux simplement qu'on le respecte. Maintenant, on dit que le COJEP ne représente rien. Si ça peut leur faire plaisir, et voilà, bon vent à eux. Ces élections municipales et enfin locales seraient un bon baromètre aussi. En ce qui nous concerne, nous avons des cadres qui peuvent compétir. Moi, je suis de Djibérois. Arthur ne peut pas dire, je donne des consignes à Djibérois, mon candidat remporte les élections. Je n'ai pas voulu me mêler à tout ça. Je dis, mon parti et moi, nous avons décidé de faire campagne pour la paix. On n'empêche pas les autres de faire l'exercice. Ils feront l'exercice. Mais, in fine, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien une force à côté qui puisse apaiser. C'est ce que le COJEP a voulu faire. Moi, je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Je l'accepte. Très bien. Toutes ces critiques font partie de l'exercice. Je vais prendre en compte tout cela, mais ma trajectoire, elle est tracée et je la suivrai. Si je prends aussi note, ou si je suis conscient de mes limites, félicitez-moi. Celui qui est conscient de ses limites, supposons que ce que vous dites est vrai, ça fait quoi? Ça fait rien, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me rappétit pas du tout. Merci. Très bien, professeur Dion. Moi, je veux d'abord saluer Charles Blé-Goudé, saluer sa résilience et puis saluer sa nouvelle posture. Quand je l'écoute, là, dans l'extrait, j'entends que rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'entends que celui qui court va vite, et celui qui marche va loin. Et j'entends qu'il veut marcher avec ses compagnons pour aller loin. C'est comme ça que j'ai compris. Et je pense que c'est une bonne posture, parce qu'elle me paraît réaliste. Machiavel dit que les peuples tardent souvent à réaliser que la cause du mal, c'est la maladie, mais ce n'est pas le médecin. On regarde trop les médecins, on ne regarde pas la maladie. Il me semble que ce que Charles Blé-Goudé est en train de dire, c'est qu'il faut qu'on regarde vers la maladie. Il pourra me contredire s'il n'est pas d'accord avec cette analyse. Il dit qu'on ne peut plus continuer de se conduire comme s'il y avait deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire pro Ouattara
et une Côte d'Ivoire anti-Ouattara qui serait heureuse et qui se mettrait dans une attitude de festoyer toutes les fois que Ouattara aurait un problème. Il dit on doit chercher à retrouver la Côte d'Ivoire une. Et moi, j'en suis heureux parce qu'il est de ma génération et de notre génération. Qu'est-ce que nous voulons, nous, de cette génération? Deux frères, Ali, se battent pour un héritage, ne s'entendent pas. Le premier court chez le maçon du village pour lui dire « Je te donne de l'argent, construis un mur pour que je n'ai plus à regarder et à voir le visage de mon frère. » Le lendemain, l'autre frère vient voir le même maçon, lui donne suffisamment d'argent pour construire le même mur pour qu'il n'ait même pas à regarder le visage de son frère le matin au lever. 2 jours après, le maçon construit un pont. Quand ils s'en rendent compte et qu'ils vont voir le maçon pour lui dire « Mais nous t'avons donné de l'argent pour construire un mur », il leur dit que je suis un maçon, je suis chargé de construire des ponts, pas des murs. Il me semble que Charles Blé Goudé est en train de dire que notre génération doit être celle qui construit un pont entre les Ivoiriens. Moi, je m'inscris dans cette posture parce que c'est désormais notre mission. Qu'il parle de réconciliation, je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui, ce que dit Arthur, c'est qu'il y a des acteurs politiques, je sais, j'espère qu'il n'en fait pas partie, qui utilisent des concepts comme la paix, comme la réconciliation. Ils croient que c'est un concept en caoutchouc synthétique que chacun peut étendre et détendre au gré de ses intérêts. Il nous dit qu'il n'est pas dans cette posture, il pense Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je l'encourage à ne pas être de la race de ces hommes politiques qui rusent avec le pardon, qui rusent avec la réconciliation, parce que il y a un auteur du Maroc, c'est une femme qui dit qu'un déguisement, si parfait soit-il, ne peut pas durer plus que son temps. Qui ruse avec la réconciliation sera rattrapé par la réconciliation. Et je voudrais saluer sa posture de réconciliation et je souhaite qu'il soit sincère et honnête. Ça sera bon pour la Côte d'Ivoire, ça sera utile pour la Côte d'Ivoire et ça sera bien pour lui. Monsieur Delassouba. Oui, Charles Blé Goudé. J'avais envie de vous demander quel type de maçon vous souhaitez être, celui qui construit un pont ou le mur? Les Ivoiriens parlent vite. Et ils parlent même trop vite. Et quand vous êtes un Ivoirien, vous aussi, vous parlez vite et peut-être trop vite aussi. On va essayer de dire de changer la donne. Certains Ivoiriens, avant que je n'arrive en Côte d'Ivoire, quand je parlais de paix, on disait « Oh, c'est parce qu'il a un passeport. Il est en train de ruser avec... » C'est parce qu'il est dans une posture de faiblesse. Ce qu'on disait. Et après le passeport, on disait, quand je dis je veux parler de paix, on dit oh, c'est parce que ce monsieur atteint une date pour qu'on puisse lui permettre d'arriver en Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire, je parle de paix, on dit non, c'est parce qu'il est faible qu'il le dit. C'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner une commune comme on l'a entendu sur ce plateau. Ce n'est pas vrai. On n'est pas tous les mêmes. Moi, je veux être cohérent avec moi-même. On peut ne pas me croire aujourd'hui. Monsieur Arthur, vous allez me juger au résultat. Au moins, concédez-moi cela. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire, j'observe, et je me rends compte qu'on ne peut pas mesurer la profondeur d'une rivière avec les 2 pieds. Je veux aller prudemment. La première phase, c'est d'abord de faire campagne pour la paix, pour me faire pardonner moi-même. Par ceux qui ne m'ont pas compris hier, ça, ce n'est pas une faiblesse. Je ne suis pas membre de la CDVR, je suis Charles Blé Goudé, j'ai ma méthode. Et observez-moi, vous verrez à la fin que je ne suis pas en train de ruser. Franck Stéphane. Merci Ali. Merci au ministre Charles Blé Goudé de nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. La démarche du COGEP, pour moi, appelle de ma part un certain nombre d'observations. Lesquelles? Premier élément, il a dit, en anticipant peut-être ce que j'allais dire, c'est que j'arrive pas à faire le lien entre se positionner pour la réconciliation et la paix, et puis aller aux élections locales qui concernent le développement des localités. Parce que est-ce à dire que pendant qu'on se bat pour la paix, alors au niveau local, les besoins exprimés par les populations ne doivent pas être traités? Ou est-ce qu'on se dit que
ceux qui sont déjà dans les starting blocks pour les élections ont un projet politique d'avance suffisamment à propos par rapport aux besoins des populations, si bien que nous, en restant focus, comme M. Saraka a dit dans son propos, en restant prioritairement d'ailleurs, c'est prioritairement qu'il a dit, ça m'a interpellé cet adverbe d'ailleurs, en restant prioritairement focus sur la paix, on fait une sorte de complémentarité avec ceux qui y sont déjà. Donc, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre quelle est l'antinomie qu'il y a entre paix, réconciliation et élection, surtout locale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans son propos, le ministre dit qu'un indicateur pour mesurer le fait que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés, l'indicateur qui sort, c'est de dire qu'il n'y a eu que 500 000 nouveaux majeurs enrôlés sur la... Non, disons même pas nouveaux majeurs, disons nouveaux inscrits. Parce que dans les nouveaux inscrits, il peut y avoir des nouveaux majeurs, des anciennes personnes qui maintenant se sentent concernées par le jeu politique. 500 000. Il a aussi dit qu'il veut avoir des scientifiques sur le plateau. Je suis très à l'aise là-dessus. En 2020, on a eu un peu plus d'1 million de personnes qui se sont nouvellement inscrites en 2020. En 2015, on a eu à peu près un peu plus de 500 000 nouveaux inscrits. C'est-à-dire qu'en 8 ans, on a eu 2 millions de personnes qui se sont senties concernées par le jeu politique. On peut rapporter ça au nombre de personnes habilitées à pouvoir figurer sur ce genre de liste-là, pour nous dire que ce n'est pas un cheveu sous la soupe. Donc, de mon point de vue, c'est une observation, je pense que c'est un très mauvais indicateur pour savoir est-ce que les populations sont réconciliées ou pas. À côté de ça, en Côte d'Ivoire, on a eu la CDVR, on a eu la CONARIV, si je ne me trompe pas. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que dans la démarche du ministre, il a pu avoir accès au moins aux résultats de ces deux différentes commissions-là, savoir est-ce que la démarche dans laquelle lui s'inscrit aujourd'hui est totalement différente à celle qui a été pratiquée. Bon, après, il a justifié en disant que les tenants, notamment de la CDVR, avaient un autre agenda. Comme il a dit, ses propos ne l'engagent que lui. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et puis, dernièrement, vous voyez, moi j'aime bien écouter le ministre parce qu'il parle avec beaucoup d'images et il insiste sur le fait qu'il veut rester cohérent dans sa démarche et avec lui, ses compagnons. La dernière élection locale, en 2018, j'ai bien aimé le passage du professeur, du docteur Saraka, qui dit qu'ils ne vont présenter de candidats sous quelque forme que ce soit. C'est très important, quelque forme que ce soit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Parce qu'en 2018, ici en Côte d'Ivoire, le COJEP a présenté des candidats. S'il vous plaît. Sous quelque forme que ce soit. En Côte d'Ivoire, ils n'ont gagné aucune élection en 2018. Donc, je suis un peu surpris, alors que le ministre demande à Atu de ne pas faire de la prestidigitation, lui-même de terminer en faisant, en disant qu'à Guy Bérois, si je donne un ordre, on élit mon candidat. Mais en 2018, il aurait pu donner l'ordre. D'accord, on va le laisser réagir. Je vais terminer en disant que moi, j'ai un problème. Malheureusement, le ministre pourra en souffrir à cause de l'historicité qu'il y a eu de personnes dans ce pays qui ont utilisé le concept de la réconciliation. Je ne dis pas d'emblée, comme le professeur Dion l'a dit, qu'il ne serait pas sincère dans sa démarche. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a eu plusieurs personnes dans ce pays qui ont utilisé le concept de la réconciliation pour se positionner. Qui pour se positionner, qui pour manger un peu, comme on dit, ou qui d'autre pour ruser avec l'intelligence des Ivoiriens. En 2020, le président de la République, et je l'ai rappelé il y a quelques semaines sur ce plateau, interrogé a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de problème de réconciliation. Quelques mois plus tard, le président de la République a nommé un ministre de la réconciliation. Est-ce qu'entre sa déclaration et cette nomination, quelque chose s'est passé? Je ne sais pas. Mais on a la chance d'avoir le ministre qui a une très belle amitié avec le ministre actuel de la réconciliation. Donc, et je vais terminer là en disant, peut-être c'est une question, est-ce que la démarche dans laquelle il s'inscrit aujourd'hui
s'inspire de consultations préalables, par exemple, qu'il aurait eu avec son ami, monsieur le ministre de la Réconciliation, de sorte à accompagner ce processus de paix-là à bon port. Et pour finir, en toute honnêteté, moi, je vais donner maintenant un sentiment personnel. En toute honnêteté, je pense qu'on doit sortir du thème creux de paix, de réconciliation. Les Ivoiriens ont des problèmes sérieux. Et je vous me regardez avec le sourire, je ne vais pas lister les problèmes. Non, vous avez énuméré une longue liste de sujets sur lesquels Charles Blé Goudé doit se prononcer. Donc si vous pouvez me permettre de lui donner la parole justement pour réagir là-dessus. Bien sûr. Charles Blé Goudé, réaction? C'est pour la première fois que je vois quelqu'un commettre un fauteuil blanc le juger. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Moi, je suis surpris sur ce plateau. J'avoue que je suis vraiment surpris. Non, je pense que les uns et les autres font des observations. Laissez-moi finir. C'est pas un fauteuil blanc, le mot est bien fort. Ça n'en tout l'air. Pourquoi il ne veut pas aller aux élections? Parce que je ne veux pas aller aux élections. Moi, je ne fais pas comme les autres. J'ai un parti politique que je dirige qui a des instances. On n'empêche pas les autres d'aller aux élections. Ce n'est pas un boycott. Nous disons, allez-y. Mais nous, au COGEP, nous avons décidé d'aller vers les Ivoiriens pour apaiser la situation. Ça, c'est notre décision. Il faut la respecter. Les exercices philosophiques, politiques, je respecte mes débatteurs. Mais je dis, respectez ma décision. Ça, c'est ma première réaction. Deuxièmement, vous avez parlé de la CDVR et du ministère de la Réconciliation. Mais ceux-là, ils sont nommés par l'État pour le faire. Moi, je suis un volontaire, mais encouragez-moi. Moi, je suis un volontaire. La CDVR a été mise sur pied par l'État de Côte d'Ivoire pour aller réconcilier les Ivoiriens. Le ministère de la Réconciliation a été mis en place par le président de la République, mais parce que lui-même constate qu'il y a un problème. Vous allez au Ghana, il n'y a pas de ministère de la Réconciliation, parce qu'ils n'ont pas ce problème. Vous allez au Bénin, il n'y a pas de ministère de la Réconciliation. Ce que je vais vous dire, nous sommes un pays qui sort de crise. D'accord? À ce moment précis, nous faisons le constat que depuis un moment, on a l'impression qu'il y a la paix dans notre pays. Chaque fois qu'on approche les élections, la tension revient. La Côte d'Ivoire est en train de se placer sur la liste des pays à risque électoral. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous électoral, la tension monte. Nous disons au COGEP, et le seul parti en Côte d'Ivoire d'ailleurs qui renonce à ces postes d'élection et qui dit « nous allons à l'élection ». On dit qu'il ne faut pas jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Mais si les Ivoiriens sont intelligents, vous avez quel mandat pour parler à leur nom? Laissez-les nous dire qu'on ne doit pas jouer avec leur intelligence. Si on est d'accord de tous qu'ils sont intelligents, et moi je vais vers eux, dans aucun village je n'ai encore été chassé. Bien au contraire. Je vous invite un jour à venir avec moi. Là, le 4 juin, je vais à Boaké. Je suis à Paris, si je reviens. Et je vous invite à venir. Vous allez voir les échanges. Il y a ce que je montre et ce que je ne montre pas. Il y a les échanges que j'ai. Et je pense que je suis très sérieux. Moi, je ne veux pas aller planter des ignames dans un champ qui n'est pas défriché. On a l'illusion qu'on a une paix. Monsieur Arthur, cher ami, nous vivons une paix fragile. Nous vivons une paix de domination. La paix de domination, c'est que l'autre est silencieux parce que vous avez des moyens pour le dominer. Le jour où il y a le plus de moyens que vous vous mettez à terre, il ne faut pas attendre que cela arrive. Moi, je me mets en mission. Et croyez-moi, vous n'arrivez même pas à écorcher mon orgueil. Si vous trouvez que je suis faible, moi, je l'accepte. Mais je vais aller en mission pour mon pays. Et je veux vraiment qu'on prenne cela au sérieux. Voilà ce que je voulais dire. Il a parlé de mon ami Kakabé. Moi, je ne suis pas le porte-parole du ministre Kakabé. Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire pour faire ce travail. Il a certainement une feuille de route que celui qui lui a donné. Moi, je suis un volontaire. Cela me paraît très important. Voilà ce que je voulais dire. Il a nommé les candidats du COGEP qui ont été candidats en 2018. Aux législatives, notamment? Je vais vous répéter exactement ce que j'ai dit sur une chaîne. Après le coup d'État de 1999, vous passez devant le siège du PDCRDA, ça a l'air d'un lieu de funérailles. Tout était défraîchi. Avec le retour du président Bédié, tout a repris. Quand le président Gbagbo est revenu tout récemment, ses partisans ont eu un regain de vitalité. Oui, ici, l'arrivée et la présence du leader donnent du tonus à l'appareil politique. Donc 2018, moi, je n'étais pas là.
Mes militants étaient en train de se battre pour que je puisse revenir. Certains ont estimé, en tant que candidats indépendants qui peuvent aller aux élections, ils y sont allés, mais pas au nom du COJEP. Faites la différence. Voilà ce que je voulais dire. Je veux continuer ma mission. Mon parti m'a donné mon mandat pour... Je n'empêche pas les autres d'aller, mais je ne suis pas partie prenante à cette élection. Moi, je suis en campagne de paix. Est-ce que c'est parce que le COJEP est faible? Si ça peut satisfaire certaines personnes, ça, libre à eux. Mais nous avons pris une décision lors d'une instance de notre parti, et c'est ce que nous allons faire. Merci. Très bien. Landry Couillon? Merci bien, Ali. Je suis heureux et honoré de participer à cet exercice démocratique. Et je fais le constat, l'analyse et à l'examen de ce qui a été dit à l'issue du conseil politique du COJEP, que cette décision qui consiste à ne pas aller compétir aux élections locales est une décision qui a été prise après débat contradictoire. Par voie de conséquence, la décision est tout à fait légitime. Je répète, un parti politique, c'est une association d'abord privée. Elle est privée. Et les gens se donnent une marche et une démarche qui leur est propre, avec leurs propres motifs. On peut en faire tout le commentaire qu'on voudrait. Mais ce sont eux qui prennent les décisions. Et si cette décision elle est impopulaire, les gens librement sont entrés au COJEP, librement ils peuvent en partir. Ça ne pose aucun problème. C'est la première des choses à noter. La seconde chose, c'est que Charles Blé Goudé a été un acteur majeur de la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se veut être un acteur, lui est un appareil politique, il se veut être des acteurs majeurs dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se reconstruit pas que dans les infrastructures, mais c'est aussi au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau du tissu social. Et il fait un choix. Son choix est celui de reconstruire le tissu social ivoirien, parce que vont valoir ces ponts, que vont valoir ces immeubles construits, si on a des personnes qui se tirent là-dessus et qui se guettent, chacun étant à l'affût, attendant d'être le plus fort pour vous piétiner. On peut pas... Moi, je suis d'accord quand on me dit qu'il y a une paix qui est fragile. Oui, c'est en cela qu'on crée le ministère de la Réconciliation à l'effet de pouvoir construire une paix durable. Parce que la paix, telle qu'on la conçoit étant l'absence de conflit, n'est pas pour autant cette paix qui permettrait donc aux Ivoiriens de se projeter plus longtemps. Zé Stanislas de Bounfleet, lors d'une conférence à laquelle vous avez participé, rappelait cela. La conférence risque pays. Mais la question des élections constitue un risque pour la Côte d'Ivoire. C'est grave quand même. Pour un pays qui se veut être leader. À chaque fois qu'on doit approcher les élections, on n'a pas besoin d'être devin. On n'a pas besoin d'être professeur. Les Ivoiriens ont peur. Ils ont peur, ils te le disent. Ils ont réellement peur, donc on ne peut pas passer ça. C'est une réalité. Par voie de conséquence, si quelqu'un participe dans son effort à consacrer son temps et dire « je mets en veilleuse la compétition politique » et je décide de pouvoir accompagner avec mes moyens, avec ma vision, ma démarche qui consiste à réconcilier les Ivoiriens, tant mieux. À ce que je sache, par rapport aux informations qu'on a documentées, il n'a été chassé dans aucun village. Il n'a été chassé dans aucun village. Cela veut dire que les Ivoiriens l'accueillent. Cela veut dire qu'ils le consentent. Cela veut dire qu'ils acceptent de l'écouter. Cela veut dire que ça leur convient. Par voie de conséquence, ça n'est pas de trop. Quelqu'un qui veut faire la paix, ce n'est pas de trop. D'accord. Il faut donc pouvoir l'accompagner, l'encourager, et puis voir par la suite ce que cela va donner. Dans tous les cas de figure, il faut espérer que ça réussisse. Parce que si ça réussit, tant mieux. Il en tirera certainement un capital, parce que c'est un homme politique. Mais les autres pourront donc s'inspirer de cela. Et s'il y a des personnes qui rusent avec la paix et rusent avec la réconciliation, tant pis pour eux. D'accord. Nous, on voudrait croire en lui et lui dire, mais félicitations, continuez, mais continuez très bien. Parce que les Ivoiriens vous regardent, ils vous ont reproché beaucoup de choses, ils attendent de vous beaucoup. Et ce que vous faites là, je crois que c'est suffisant. D'accord. Charles Blé Goudé, comme c'est essentiellement un commentaire, c'est des encouragements pour que vous renforciez votre chantier de la réconciliation. Vous me permettrez de prendre, je viendrai à vous, Franck-Stéphane Dédi, 30 secondes, Docteur Bangali, 30 secondes, et Arthur Banga, 30 secondes. Allez-y. 30 secondes, allez-y. Je veux rassurer tout le monde autour de la table, que ce soit Landry ou le ministre lui-même. Je ne suis pas inquiet. Non, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Hein. Très bien. Je termine. Il donne son point de vue, il n'a pas à rassurer. Absolument. Je termine, monsieur le ministre. Allez-y. Je veux rassurer tout le monde ici. On n'est pas en train de dire que le fait d'avoir choisi la réconciliation est une mauvaise chose. Parce que
tout l'argumentaire qu'on entend depuis, c'est comme si on veut se positionner en victime parce qu'on a fait le choix de la réconciliation. Ce n'est pas ça. Vous avez 15 secondes encore. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, et le ministre l'a très bien dit, peut-être qu'on le comprendra plus tard. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on dit qu'on priorise la paix et que cela est contraire à aller aux élections. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc on ne dit pas que, est-ce que quand vous allez sur le terrain, vous êtes chassé, est-ce que quand vous allez sur le terrain, ainsi de suite, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on dit, c'est que, certes, c'est un choix privé d'individus, mais vous nous demandez de commenter, on porte nos observations. Absolument. Et comme le ministre a dit, je reste très à l'aise, il a trouvé la bonne parade. A dit, peut-être qu'on ne le comprend pas aujourd'hui, mais vous allez on va le comprendre plus tard. Il y a pas de on verra bien. Sauf que, Docteur Bangali. Voilà. Ok, dans la lancée de ce qui avait été déjà dit, je vais apporter quelques éléments d'analyse pour apporter un peu d'eau au moulin du président du COJEP. On sait qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de conflits politiques qui justifient la nécessité de la réconciliation, il y a une redistribution des rôles. On a les populations vers lesquelles ils se dirigent, qui se retrouvent dans le rôle de victimes. Mais généralement, les pyromanes, les initiateurs de la déstabilisation politique en Côte d'Ivoire, depuis 1995 au moins, ce sont les acteurs politiques, c'est-à-dire la classe des dirigeants et l'opposition. Alors la démarche de monsieur le ministre est d'aller vers ceux qui sont dans un rôle de passivité. Et on ne l'a pas encore vu aller vers ceux qui sont plutôt les actifs. Quand on veut parler de réconciliation, ou en tout cas qu'on veut anticiper sur des situations d'explosion de la violence, je pense qu'il devrait au moins identifier les acteurs directs, les actifs, dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le boycott actif en 1995, ainsi que 2002 et même 2020, et par la suite, à chaque fois, ce sont des dirigeants qui, dans la compétition électorale, se sont appuyés soit sur le code électoral qui a été rédigé en fonction de leurs propres intérêts ou sur une interprétation de la Constitution qui a été en faveur de leurs ambitions. Et ce sont justement ces causes-là qui ont entraîné ensuite la confrontation qui a commencé d'abord dans la classe politique avant, je dirais, d'être ventilée par soutien ou par partisans interposés dans l'espace social au niveau de la population. Donc la source se trouve au niveau de la classe politique. Alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu M. le ministre se diriger vers les acteurs, ni défendre l'idée d'une réforme politique pour briser ce cycle-là. Donc, quand on émet des réserves, c'est justement parce que quand on regarde la démarche, on voit des vices et formes. Ce que vous dites, c'est que le peuple n'a pas de problème. Le peuple n'a pas de problème. Vous avez employé le terme pyromane. Ce sont les acteurs politiques qui, eux, activent le feu et après jouent les pompiers. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Tu veux réagir? Oui, bien sûr. Merci. Je reviens voir Arthur Banga. Voilà. Au moins, on est d'accord que dans ce pays, l'élection tue. Même plus que le sida. Oh, un peu moins quand même. D'accord. On peut exagérer. Un peu moins quand même. En Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas d'élection, on dit, le même peuple dont vous parlez, il est tranquille, se côtoie. Dès qu'il y a une élection, même le voisin avec qui on a mangé hier devient l'ennemi. C'est à ce problème que je vais m'attaquer. En leur parlant. De ce qu'on peut aller aux élections. Celui qui vote son candidat, qui n'est pas le vôtre, n'est pas forcément votre ennemi. Est-ce que cela est inutile? Non. Maintenant, est-ce que je suis allé vers des acteurs? Peut-être qu'il n'a pas regardé ou ne me suit pas. Je suis allé pas à pas. J'ai d'abord rencontré les guides religieux. Ensuite, les chefs coutumiers. Et puis, les acteurs politiques. J'ai rencontré le président de Colombie. C'est un acteur majeur en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré le président Pascal Affi-N'Guessan. J'ai rencontré Daniel Claverie. J'ai rencontré Bakongo Cissé. Le seul parti que je n'ai pas encore rencontré, c'est le PPACI. Mais ça va venir. Parce que je ne suis pas des passages. Quelqu'un qui a fait 12 ans hors du pays, en seulement 5 mois, vous voulez juger ses actions. Soyez un peu tolérants. Je ne suis pas des passages. Et observez mon action et je vous donne rendez-vous sur ce même plateau pour faire le bilan de mon action. Mais je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et moi, M. Diarra Souba, et vous autres sur le plateau, c'est en fonction du rôle qu'on m'a attribué à la CPI que je suis en train de faire moi aussi cette mission. Mais on a dit dans ce pays que c'est Blé Goudé qui est à la base et tout. Pourquoi vous voulez fuir ce qu'on disait derrière moi ici? Moi, je suis arrivé.
dans ce pays. Oh, c'est Blé Goudé qui est à la base de tout. C'est lui qui parlait à l'oreille du président Gbagbo. C'est lui seulement qui l'écoutait. Je répète que je ne suis pas ministre de la Défense. Je ne suis pas ministre de la Sécurité. Et pourtant, on parlait de guerre à la CPI. Et je suis revenu ici, en Côte d'Ivoire, accepter que, après 12 ans, moi-même, je me pose comme réconciliateur pour aller vers ceux que j'ai choqués hier ou ceux qui ne me comprennent pas. C'est une démarche que j'ai faite. Il y en a qui me moquent même. Mais pourquoi ils demandent pardon alors qu'il n'a rien fait? Winnie Mandela a demandé pardon quand elle est sortie de prison. Elle était victime. Quand Desmond Tutu l'a interrogée, à la tête de la commission, la même commission dont vous parlez. Donc, je veux dire, je ne sais vraiment pas où est le problème. Je vous comprends, mais je n'ai pas opposé paix et élection. Je voulais aussi vous rassurer, professeur. Je n'ai pas opposé paix et élection. Je dis, allez-y, moi, je n'y vais pas. Et quand je dis moi, ce n'est pas M. Charles Blé Goudé. C'est une instance qui a discuté pendant au moins 6 heures dans l'Rouge et qui a pris cette décision. Vous pouvez ne pas la comprendre aujourd'hui. Moi, je ne cherche à impressionner personne. Il y a un seul interlocuteur, il s'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pour lui que je me bats. Très bien. Et dans ce peuple-là, il y a M. Vanier Bikalou qui nous appelle de Cocody, qui salue votre démarche, Charles Blé Goudé. Vanier Bikalou, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Très rapidement. Ali Diarasba. Et nous apprécions bien. Merci, merci. Nous vous écoutons. Allez-y, allez-y. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes en direct dans l'émission. Nous vous écoutons. Quel est votre point de vue? Bonsoir, monsieur Ali Diarasouba. Très bien, je pense qu'on a un problème technique. Est-ce que vous le recevez en dernière tentative Féliciter. Oui, allez-y. Admirer, vraiment apprécier la démarche du président Charles Blé Goudé et son parti, qui est un nouveau parti qui est en train de se structurer, mais qui s'est véritablement engagé dans la voie de la recherche de la paix entre les Ivoiriens. Et je pense que c'est la première des choses à faire. Donc j'appelle pour le féliciter tous les partisans de son parti et lui dire grand courage, qu'il continue et que cela va porter du fruit. Très bien, merci beaucoup. Merci, monsieur Vanier Bikalou. Docteur Arthur Banga, vous vouliez réagir? Oui, d'abord, j'ai été tout à fait scientifique dans ma façon de parler et d'analyser. On ne va pas revenir là-dessus. Allez-y, allez-y, allez-y. Je voulais justifier un peu pourquoi j'étais scientifique, mais je passe là-dessus, c'est pas grave. D'accord, je vais revenir au fond. Je pense qu'il a déjà dit, personne ne vous dit, j'ai été le premier à dire, quand j'ai pris la parole, votre statut vous impose même de le faire. J'étais le premier à le dire, que c'est une très belle chose que vous parlez de réconciliation. Parce que vous l'avez dit vous-même, vous avez blessé, il y a des gens qui pensent que vous l'avez blessé, il y a tout ça sur vous. Donc quand vous demandez pardon, bien sûr qu'on encourage ça. Mais on respecte ça. Respecter ne veut pas dire critiquer. Ne pas critiquer, et donc on critique. Moi, à votre place, la première tribune que j'ai écrite quand vous étiez en train de rentrer, c'est de dire quoi? Effectivement, vous êtes un homme politique. Vous ne le vouliez pas, vous l'êtes, et vous l'assumez. Pour un homme politique, le mot réconciliation aujourd'hui est le plus grand bateau. Avant vous, c'est tout ce qu'ils disent ici. Peut-être que vous n'étiez pas là. Mais ici, quand ils se disent bonjour, ils disent qu'ils font la réconciliation. Le dernier en date, c'est Afinguessan. Il dit que c'est à cause de la réconciliation. Donc, ce qui fait que vous comprenez que nous, là, un parti politique, quand il dit réconciliation, ce que moi j'attends de vous de réconciliation, nous, COGEP, on a travaillé, vous pouvez même le dire que vous allez le faire plus tard, dans 1 an après votre tournée. Voici ce qu'on a constaté. Et par rapport à ce qu'on a constaté, voici ce qu'on propose. Telle loi, telle mesure, un programme, un projet de réconciliation. Mais si c'est tourné pour écouter les gens là, ils ont fait ça depuis 2011. Comme vous dites qu'on n'était pas là, ils font ça tous les jours. Nous-mêmes, on fait aussi. Voilà. J'étais sur le plateau, le premier à parler ici de la paix négative, ce que vous avez appelé paix de domination. On fait tout ce même constat. Et il existe partout. Je viens de boucler pour l'IRIS une étude sur le Ghana. Mais le nord du Ghana, ne vous amusez pas avec les conflits de chefferie là-bas. Il n'y a même pas le mois parce qu'il y a eu 10 morts. Il y a eu 10 morts au Ghana dessus. Donc il y a toujours ce genre de problème dans tout pays. Et c'est pour ça que la réconciliation, la paix, ça doit être tout un projet. Ça ne peut pas se limiter à ce que vous dites. Donc ça c'est un. Voilà pourquoi on ne vous croit pas. Deuxième chose, c'est clair. Je pourrais vous démontrer, mais il a dit une partie. Tous vos candidats n'ont pas réussi en 2018. Vous êtes un jeune parti, vous n'étiez pas là. Donc, c'est ce que je dis. Je comprends même qu'aller à cette élection-là, peut-être que vous allez gagner à Guibérois, parce que c'est vous, mais je ne crois pas que les autres vont gagner. Ça, je vous dis ça encore.
Et ça serait une surprise. Je ne vois pas comment vous pouvez faire de bons résultats municipaux. Donc je comprends même qu'on se dise, puisqu'on n'est pas encore implanté, je n'ai pas fini de tourner, je viens d'arriver, il faut que je remette. Vous avez dit à votre conférence, je n'étais pas là, je vous donne rendez-vous dans 1 an, quand on vous a demandé comment se comporte le COGEP. Mais c'est tout à fait normal. Donc souffrez que nous aussi on dise, dans la réconciliation si volontaire, si gentille que vous dites, permettez-nous d'analyser, de dire attention. Ça lui permet d'éviter déjà de se prononcer sur beaucoup de problèmes politiques, de se caser politiquement, et ça lui permet de construire son parti et de lui éviter une déconvenue au municipal qui arrive. Si vous y allez, vous allez perdre, lamentablement, parce que vous n'êtes pas prêt. Donc vous avez le droit de vous apprêter en sortant de la réconciliation, bien sûr. Malheureusement, je ne serai pas le 4 juin, si je vous aurais suivi pour écouter, parce que je veux vraiment voir ce que vous faites autour de la réconciliation. Vous aurez l'occasion en d'autres circonstances, certainement. Il faut qu'il y ait un projet autour de la réconciliation. Monsieur Delassou, oui, Charles Blé Goudé. Il parle de projets. Pour moi, tout se fait pas à pas. Ils ne savent même pas ce que nous avons dans notre besace. Bon, mais ils sont pressés de nous juger. Et je comprends, ce sont des débatteurs, ils émettent leur point de vue sur une décision politique prise par un parti politique. Ça, c'est la première phase de ce que nous allons faire. Je répète, ce qui embrase notre pays, tous les 5 ans, ce sont les élections. Tout à l'heure, il a parlé du nord du Ghana. Il a parlé des problèmes de chefferie. Ça a été circonscrit. En 2020, lorsqu'on a pensé que c'était terminé, on a touché le fond. Jusqu'à aller jouer au ballon avec une tête humaine. Ça m'interpelle. Et je veux, avec mes amis du COGEP, aller vers les Ivoiriens pour les sensibiliser sur ce fait-là. C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous allez dire, bon, que comme nous on a échoué, la CDV a échoué, ça n'a pas marché. Et donc, ce n'est pas la peine que quelqu'un d'autre échoue et essaie. Non, vous avez échoué. Permettez que nous aussi on essaie. Et puis après, on va venir comparer les résultats. Mais votre échec ne peut pas être une barrière, voilà, à l'essai des autres. Laissez-moi essayer au moins, moi, voilà, ma potion. Vous dites que on arrive là. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, messieurs. Merci à vous, Charles Blé Goudé, pour ces précisions. Messieurs, vous aurez la parole, mais vous ne l'avez pas pour l'instant, parce que nous allons marquer une courte pause, et ensuite, vous l'aurez. Merci beaucoup. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et vous le savez, nous avons pour invité ce soir Charles Blé Goudé, président du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué les aspects de la cohésion nationale et de la réconciliation. Charles Blé Goudé, vous avez fait dans votre développement allusion à une paix fragile. Pour l'un de nos consultants habituels sur ce plateau, qui n'est pas là ce soir, je veux parler d'Aristide Nkenda. Il estime que la crise ivoirienne tire sa source dans la mauvaise gestion de l'altérité de l'autre. Il estime que par moment, à un certain moment de l'histoire de notre pays, il y a eu des cas d'exclusion, il y a eu des cas de mauvais arrangements politiques. Vous dites, on est assis sur une paix fragile. J'imagine que vous connaissez les causes de cette paix fragile-là. Et on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est quoi les solutions imminentes que vous pouvez apporter, vous, de ce que vous avez entendu, des tournées que vous avez réalisées, pour commencer à avoir ce début de paix, pour que les Ivoiriens arrêtent de se regarder en chien de faïence, comme vous l'avez décrit tout à l'heure? Je vais rejoindre Arthur. Tout à l'heure, il a parlé de projet. Parce qu'il faut apporter des solutions structurelles et non conjoncturelles. Et c'est lorsque nous apportons les solutions conjoncturelles, qu'on règle le problème coup par coup, que ça nous rattrape après. Je vais tout de suite parler de la commission électorale indépendante, qui pour moi n'est pas une commission électorale indépendante. C'est une commission qui est contrôlée par des partis politiques qui eux-mêmes sont en compétition. Vous mettez dans une maison, vous enfermez des hyènes, des lions, des rats, des souris. Vous revenez le lendemain, vous allez constater ce que vous allez constater. C'est ce qui se passe. Je pouvais comprendre que parce que la Côte d'Ivoire était en crise, on voulait contenter les différentes entités qui étaient impliquées dans la crise. Donc, il fallait équilibrer. Ce n'est plus le cas. Il faut donner à notre pays une vraie commission électorale. Les partis politiques peuvent être membres de cette commission, mais à titre d'observateur. Vous ne pouvez pas confier
l'arbitrage des matchs qui oppose Paris Saint-Germain au Real, quand l'arbitre central est du Real et l'arbitre de touche est de Paris Saint-Germain. Ce match ne finira jamais. Je ne sais pas pourquoi les partis politiques de Côte d'Ivoire ne comprennent pas ça. Ils se battent plutôt pour avoir une place dans la commission. Ils parlent de commission équilibrée. Expliquez-moi, c'est quoi une commission équilibrée? Je suis contre cette commission-là. Elle est à la base de tous les conflits en Côte d'Ivoire. Elle est composée de militants des partis politiques. Chacun est mandaté pour gagner celui qui l'a mandaté. Donc on n'en finira pas. Voilà ma première observation. Il faut donc changer le mode de fonctionnement. Il faut donner un mécanisme électoral, un organe électoral crédible à la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le découpage électoral. Les deux critères que je connais, c'est soit la démographie, soit la superficie. Je ne connais pas le critère de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Un mélange des deux. Voilà, je ne sais pas si les autres le connaissent. Asseyons-nous, c'est un débat national. Ce n'est pas le découpage du RHDP. Ce n'est pas le découpage du PPACI. Ce n'est pas le découpage du PDCI-RDA ou d'un autre parti politique ou du COGEP. Quand on légifère, on ne légifère pas pour soi. On légifère pour le présent et pour les générations futures. Pour obtenir des résultats durables. C'est ce que le processus des a appelé une stabilité durable. Ici, chaque parti politique se croit obligé de faire son découpage quand il est au pouvoir. Il faut arrêter ça. Il faut que ceux qui sont là, les 3 elders, il faut qu'ils pensent à nous. Pour ne pas nous léguer un pays déchiqueté. En faisant quoi? Mais en faisant ce que je suis en train de dire. En légiférant pour le futur. D'abord, en changeant cette commission électorale. 2, en nous donnant des critères objectifs sur lesquels on s'entend. Pour les élections. Je pense que je me pense uniquement sur les élections. Parce que c'est de là que viennent nos conflits ici en Côte d'Ivoire. Depuis en tout cas au moins 10 ans. Sinon, depuis la mort du Fou-Boigny, chaque élection ressemble à une annonce de guerre, à une déclaration de guerre. Et moi, ça me fait peur. Je souhaite, effectivement, qu'il y ait un forum national pour que chaque acteur fasse ses propositions. Pas pour que chaque parti politique puisse gagner, mais qu'il y ait un seul vainqueur, la Côte d'Ivoire. Voilà. Franck Stéphane, monsieur, s'il vous plaît, je serai obligé de vous demander d'aller un peu rapidement, de ne pas aborder 1000 points en même temps, parce qu'on est obligé de courir. Allez-y. Oui, moi, je suis très aligné avec ce que le ministre vient de dire tout à l'heure sur la question de la CEI et aussi du découpage électoral. La question que je veux poser au ministre, c'est est-ce que dans ces démarches préliminaires, ces différents sujets-là ont été portés aux parties prenantes qu'il a rencontrées? Il a parlé du président Afi, du président du PDCI, du ministre Cissé Bakongo, sans trahir de secret, je pense, puisque c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. De ces différentes rencontres-là, quand ces problèmes-là leur ont été posés, qu'est-ce qu'il en tire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir qu'à court ou moyen terme, on aura des solutions à ces sujets-là? Et de l'autre côté, c'est qu'on a deux partis, le PDCI et le PPACI, qui disent qu'ils ont fait la proposition d'avoir une commission électorale entièrement déléguée soit au ministère de l'Intérieur ou à des techniciens, comme le ministre l'a dit. Par contre, ils se sont vus opposer une fin de non-recevoir par le parti au pouvoir en place, si bien qu'aujourd'hui, ils essaient de se trouver des alternatives en y envoyant des représentants. Bon gré, mal gré, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, le ministre qui a eu à les rencontrer, aujourd'hui, est-ce qu'on a des raisons de croire que ça va changer à court ou moyen terme? Très bien. Charles Blé Goudet? Oui, je vais peut-être le décevoir, parce qu'il faut être franc, il ne faut pas raconter ce qui n'a pas été. Je venais d'arriver, après 12 ans d'absence. J'ai été faire mes civilités. Je n'étais pas allé discuter ces questions-là. Voilà. Néanmoins, nous parlons de que faire pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre une paix durable. Mais ça, ce sont des projets dont on discutera plus tard. Je ne peux pas venir de la haie en même temps, je viens et je discute de tous ces problèmes. Non. J'ai rencontré le ministre Bakongo pour lui faire mes civilités. C'est un adversaire politique. Et avant que je parte, on ne se parlait même pas, vous voyez. Mais le seul fait qu'on se soit vu, qu'on se soit assis, qu'on parle, c'est déjà un début.
que des acteurs qui n'ont pas forcément la même vision sociétale puissent se rencontrer, parler, sans que le ciel tombe sur la Côte d'Ivoire. C'est cela. Ensuite, j'ai rencontré les autres. Donc, ce que vous dites, je prends note, et ça, c'est sur notre agenda. Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que vous connaissez notre agenda? Nous voulons aborder toutes ces questions et puis pousser les autres, amener les autres à comprendre qu'il faut léguer plus qu'on a reçu. Charles Blé Goudé, à présent, on va aborder une question qui concerne et la cohésion sociale, la réconciliation, mais aussi et surtout la vie politique du pays. Vous parliez tout à l'heure de la commission électorale indépendante. Elle a invité l'ensemble des partis politiques significatifs pour évoquer la question de la liste électorale. Et il se trouve qu'il a été rappelé à toutes fins utiles que le président Laurent Gbagbo ne figure pas sur cette liste électorale pour ses déboires judiciaires. Je pense que vous avez le même sort. L'un des représentants du PPACI dans la salle, en l'occurrence le professeur Sébastien Dano-Didier, a pris la parole pour estimer que ce n'était pas juste cet état de fait-là. Comment vous réagissez-vous? À quoi? Au fait que le président Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, que vous également, vous n'y soyez pas. Merci. C'est précis? Oui, comme tout le monde, hier, mes services, mes camarades, après avoir vérifié, m'ont rapporté que le président Gbagbo, moi-même, Guillaume Soro, nous ne sommes pas sur la liste. Vous étiez surpris? Non. Non, moi je n'étais pas surpris. Je sais que je suis condamné à 20 ans. Je ne suis pas gracié même. Je peux sortir là tout de suite et le procureur peut m'arrêter. Voilà, je suis condamné à 20 ans. On m'a radié de la liste électorale, c'est la conséquence de ma condamnation. Que faire? J'ai pris acte de la décision. J'ai mal, bien sûr. Parce que j'ai toujours considéré cette condamnation comme une condamnation politique. Je ne vais pas revenir sur les détails. Ce n'est pas l'objet de la question que vous m'avez posée. J'estime que le droit à parler, hier, c'est une réponse juridique, judiciaire qui a été donnée. Mais il faut bien régler la question. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire d'autres tensions. Il faut donc créer un cadre politique pour régler cette question-là. Mais avant la question, le cadre politique, il y a le recours. Il y a un contentieux qui sera ouvert. Malheureusement, pour nous encore, le président Gbagbo et moi, c'est la même CEI qui va répondre parce que la cause n'a pas encore changé. Ce que je propose et ce que je demande. Souvent, nous avons vu ici le président Bédier, le président Gbagbo, le président Ouattara s'est rencontré ici à Abidjan. Ensuite, à Yamoussoukro. Et quand ils se sont rencontrés à Yamoussoukro, c'était autour de la remise d'un prix de paix. Moi, je souhaite que les trois elders, comme ils l'ont promis, que chaque fois que besoin sera, ils vont se rencontrer. Je souhaite qu'à ces rencontres-là, on ne prenne pas seulement des photos, mais qu'on règle les problèmes qui risquent d'embraser la Côte d'Ivoire. Je demande donc au président Ouattara, au président Gbagbo, au président Bédier de se rencontrer pour poser ce problème pour qu'il soit réglé. Nous avons intérêt à ce que ce pays soit en paix. Donc, je remets les cartes dans la main du président Ouattara pour que cette question soit réglée de manière politique. Quand il y a une situation comme celle-là, on peut prendre des décisions exceptionnelles. On peut prendre des décisions politiques. La constitution de la Côte d'Ivoire lui donne ce pouvoir. Il peut le faire pour nous tous. Mais en ce qui me concerne, moi je suis un garçon... Vous allez observer les voies de recours? Non, moi je suis un garçon très patient. Je suis dans une logique depuis que je suis arrivé. J'ai été condamné par contumace. Je suis arrivé, vous ne m'avez même pas encore vu emprunter une voie juridique. Parce que je dis, je suis dans une voie de réconciliation. Quand on est dans une voie de réconciliation, ces actes doivent suivre. J'ai été patient, moi. Monsieur Delassouba. Dites-nous. J'ai fait 14 mois en détention, en isolement ici à la DST. Ensuite, on m'a transféré à la CPI, où j'ai fait près de 6 ans de procédure judiciaire. J'ai été acquitté le 15 janvier 2019, à 16h, à Tulle, à 21h45, pendant que mes partisans tentaient de célébrer dehors, on me remettait les menottes. Parce que le procureur a fait appel. J'ai vécu ça. J'ai dû attendre jusqu'en février 2019 pour que je sois libéré. Là encore, j'ai pensé que c'était fini. Je devais attendre 3 ans plus tard.
pour que le 31 mars 2021, je sois totalement libéré. Là encore, j'ai cru que c'était fini. Je devais attendre 1 an et demi pour obtenir un passeport qu'on obtient en 3 jours. J'ai été patient. Ensuite, j'ai cru que c'était fini. Je devais encore attendre pour que j'ai une date, pour que je puisse arriver. Je suis devant vous. Les autres questions, pour moi, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, Charles Blé Goudé. Je veux vraiment préciser sur ce plateau pour ne même pas qu'il y ait encore des polémiques inutiles. C'est moi, Charles Blé Goudé. Je suis patient. J'attends de poser. La Côte d'Ivoire, c'est un passé, c'est un présent, c'est un futur. On ne pose pas les problèmes le même jour, on ne les règle pas le même jour. Telle est ma conception. Mais moi, je ne suis pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est une figure emblématique dans la politique ivoirienne. Je souhaite que le président Ouattara prenne une décision exceptionnelle pour régler cette question. De son frère. Et c'est moi le neveu qui le demande à mon oncle. C'est ça. C'est important. Justement, Merci. depuis que vous êtes rentré au pays, est-ce que vous avez pu voir votre oncle? Non, mon oncle n'est pas occupé, on se verra après. Arthur Banga? Non, mais je salue la responsabilité sur ce sujet. Hein, la responsabilité, la franchise. J'ai fait exprès de vous demander si vous étiez surpris. J'ai bien aimé votre réponse parce que hier, il y a des gens qui... J'étais surpris de les voir surpris. Parce que, on l'a dit ici, il y a quelques mois sur ce plateau, on a dit à des responsables du PACI de bien informer leurs militants sur le fait que, pour l'instant, vous n'êtes pas sur la liste. Après, derrière ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on leur a conseillé. De travailler avec tout le système politique, mais aussi, eux, ils ont un groupe parlementaire. Donc aussi le système législatif. C'est-à-dire qu'ils peuvent initier une loi d'amnistie, par exemple. C'est à ça aussi que doivent travailler nos partis politiques. Quand on est un groupe parlementaire, on a la possibilité d'initier une loi d'amnistie et elle ira au Parlement. On verra donc qui sont ceux clairement qui vont voter contre, parce qu'il y a la conséquence de cette amnistie, c'est-à-dire de ramener tout le monde au pouvoir. Ou il y a la voie, j'imagine que vous n'avez pas de groupe parlementaire et de députés, donc il y a cette voie qui est la voie politique. Mais ça doit être la responsabilité de Charles Blé Goudé sur cette question. Et je pense que les solutions que vous proposez sont celles qu'il faut accepter. Parce que malgré tout, notre pays il a souffert d'exclusion. Hein? Pour que les élections soient belles aussi dans notre pays, il faut que vraiment les acteurs majeurs soient présents dans ces élections. C'est pas joli d'avoir une élection en Côte d'Ivoire à laquelle Laurent Gbagbo ne puisse même pas voter. On ne parle même pas de se présenter. Voilà. Donc, quand même, quand on finit le tour de ça, je pense qu'on doit tous chercher des solutions et les voies que vous conseillez sont pour moi des voies intéressantes, encore que le PPACI a pour lui la voie législative. Landry? Alors, je voudrais considérer les propos de M. Charles Blé Goudé et me référer à ce qu'a été et ce qu'est son parcours. Hier, c'était un activiste politique dont le discours était enflammé. Aujourd'hui, on a un homme politique qui envisage de devenir un homme d'État. La patience dont il fait montre devrait inspirer pas mal d'entre nous, pour ceux qui demain aspirent pouvoir participer à la vie de notre pays. Ce n'est pas de la faiblesse, parce qu'il a au moins sa voix. Il aurait pu dire, même si tu me bats, je peux quand même dire ce que je pense. Mais ce qu'il pense, c'est qu'en réalité, un combat, il se mène sur le long terme. Et c'est avec des personnes qui sont inspirées d'une telle vision de la vie que l'on peut croire en un pays en capacité de régler les problèmes à long terme. Autre chose qui est intéressante, c'est que tout à l'heure, il nous a exposé deux projets que nous partageons largement. Une CEI technique et puis un découpage électoral basé sur des critères objectifs, consensuellement débattus et arrêtés. Pour qu'enfin on ait dans ce pays les moyens de construire une paix durable, étant donné que les élections comptent pour beaucoup dans les crises que nous connaissons. Ça, c'est intéressant à le préciser. Autre chose, c'est que, Arthur l'a rappelé, pour la question de la capacité du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume à pouvoir figurer sur la liste électorale, dans ce pays, il faut bien comprendre qu'au-delà de la réponse juridique qui a été donnée, ici élégamment par le président de la CEI, nous avons et nous sommes témoins de ce que nous sommes capables, nous avons la capacité de donner des réponses politiques. Et des réponses politiques ont aidé certaines personnes, certaines personnalités
à pouvoir continuer leur marche. Je crois que pour la paix, je crois que pour la réconciliation, tout en observant de marcher pas après pas, il va falloir à un moment donné se créer ce fameux cadre-là pour qu'une réponse politique soit donnée. Ce n'est pas pour dire que je crains quelque chose, mais c'est pour pouvoir consolider et rassurer tout le monde. La Côte d'Ivoire en a besoin. Docteur Bangali? Oui, ce sont forcément des paroles qui rassurent, de savoir que le ministre Charles Blé Goudé est habité par, je dirais, cette tranquillité du pêcheur qui est assis pour emprunter le style au professeur Dion, habité par cette tranquillité du pêcheur qui a une assurance, c'est que dans les temps, il y a des poissons. Voilà, quitte à savoir à quel moment on pourra en avoir, mais on est sûr au moins qu'il y a des poissons. Donc déjà, dans la démarche, je pense qu'il y a du sens. Dans les propositions également, parce que la question de la composition de la CEI a été toujours au centre des débats, et également ainsi que la question du découpage électoral. Mais la clé de voûte pour tous ces changements, à cause de notre système hyper présidentialiste, c'est la personne du président de la République. Et le président de la République est à la fois dans le rôle du chef d'un camp politique qui, certainement, se retrouve tiraillé entre son rôle d'homme d'État, qui lui dicte de faire des choix qui vont dans le sens de l'intérêt politique, de l'intérêt collectif, et en même temps, il se retrouve dans le rôle du chef d'un camp qui est aussi amené à faire des choix, à prendre des décisions pour faire en sorte que les arcanes du pouvoir demeurent dans sa ligne politique. Donc finalement, il est tiraillé entre ces deux statuts-là. La question, c'est de savoir comment est-ce que les acteurs qui arrivent sur un espace politique duquel j'avais été absent pendant pratiquement un peu plus de 10 ans, comment ces acteurs-là arrivent à eux-mêmes à se créer une place et à porter une voix qui s'impose sur la scène politique ivoirienne. Alors je pense qu'il y a plusieurs approches. Il y a son approche à lui, c'est-à-dire celle de la patience, et puis de considérer, de prêter la bonne foi à ses interlocuteurs qui sont au pouvoir, de qui dépend la prise de ces décisions-là. Et puis il y a, je dirais, l'approche du PPACI, parce que j'ai écouté le personnel politique de ce parti qui est pratiquement sur pied de guerre. J'ai vu des consignes demandant aux militants d'échausser les quais parce que les choses allaient bouger. Et donc, c'est deux styles différents, deux styles qui s'opposent finalement. Et je crains qu'à partir du moment où les deux camps, sinon le parti du président Laurent Gbagbo ainsi que celui du ministre Charles Blé Goudé, sont dans une sorte de condition commune, s'ils ne parlent pas d'une même voix, cela risque de nuire à la portée de, je veux dire, de leur combat. Donc, est-ce que déjà, en interne au niveau de ces deux partis qui quand même appartiennent, jusqu'à ce que peut-être le projet de société du COGEP nous dise le contraire, qui appartiennent à la gauche ivoirienne, est-ce que la première étape, ce n'est pas déjà de se parler, de convenir d'une démarche commune, et puis ensuite de l'adopter, de la suivre ensemble, de sorte qu'il y ait une addition des dynamiques pour qu'en face, le pouvoir se retrouve face à un bloc soudé. Pour cela, il faut qu'ils se parlent. Charles Blé Goudé, justement, depuis votre retour, vous et le PPACI, vous n'êtes pas forcément en odeur de sainteté. Non, on ne va pas mélanger les choses. On ne mélange pas les choses. Non, c'est une transition pour vous à mener sur la question qu'il a évoquée. Dites-nous, allez-y. Ici, on parle de personnalités politiques. C'est cela. Qui ont été exclues de la liste électorale. Que faire? C'est ça la question. Moi, je fais une gestion par objectif. Je fais une gestion par résultat. Je dis, hier, c'était une décision juridique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi les militants du PPACI sont sur pied de guerre? Avant-hier, ils n'étaient pas sur pied de guerre. Leur attitude aussi est une conséquence de la décision d'hier. Pour essayer de calmer tout cela, j'ai proposé, et je le propose, de demander au chef de l'État de prendre une décision, de rencontrer ses pairs, qui sont le président Bédié, le président Ouad, le président Gbagbo. Ils vont se parler pour que cette décision-là puisse faire tomber l'atmosphère politique. C'est ce que j'ai dit. Et ça, il n'y a pas de contradiction sur ce point. Qui dit qu'il faut parler d'une même voix. La décision est tombée hier. La précipitation est source d'erreur.
Et moi, est-ce que je dois parler à l'EPPACI? Vous n'en savez rien. Avons-nous parlé hier? Vous n'en savez rien. Mais c'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà, mais je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas y répondre. Je pense que ce qui est important ici, c'est comment faire pour que le climat social puisse être apaisé. Charles Blé Goudé, vous ne manquez aucune occasion de rappeler que vous avez fait la prison avec le président Laurent Gbagbo. Votre relation personnelle avec votre mentor, votre père, comme vous l'appelez, évidemment, suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on a entendu dire que le torchon brûle, le torchon a brûlé, soit avec lui-même, soit avec ses partisans. Moi-même, quand vous m'avez reçu à La Haye, vous avez dit que le problème, ce n'était pas avec lui-même, c'était avec son précaré. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans vos rapports? Est-ce que vous avez été reçu sans qu'on le sache? Est-ce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir? Comment les choses se passent aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on a fini avec le sujet de la radiation sur la liste électorale? Comme c'est vous qui dirigez les débats. Oui, bien sûr, chacun a donné son point de vue là-dessus. Donc maintenant, nous sommes sur les rapports, exactement. Les relations entre le président Laurent Gbagbo. Tout à fait. D'accord. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Absolument. Tout à l'heure, on parlait des questions électorales, on parlait des crises en Côte d'Ivoire, on parlait des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Là, vous me ramenez maintenant sur un problème de personnes. Moi, je suis gêné, mais je vais couper court à ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit que le président Laurent Gbagbo est mon père. Et là, les Ivoiriens nous écoutent, et tous. Moi, beaucoup de murmures me sont parvenus aux oreilles, me disant, de manière répétitive, que le président Gbagbo n'est pas content de moi. Sur ce plateau, sans même chercher à savoir ce que j'ai fait, moi, je lui demande pardon. Un enfant ne cherche pas à avoir raison de son père. Je ne cherche même pas à savoir ce que j'ai fait. Quelqu'un avec qui j'ai fait la prison. J'ai traversé toutes ces difficultés. Ça n'a pas été facile pour moi. Je lui demande pardon. Je ne veux pas entrer en conflit avec lui. Je ne veux pas. Je suis africain, je respecte l'aîné. Je ne veux pas. Je suis gêné, je lui demande pardon. Ceux qui peuvent aussi m'aider à lui demander pardon, qu'ils le fassent. Est-ce que, comme beaucoup le subodorent, le problème, c'est pas vous deux en tant qu'individus, le problème c'est l'entourage. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je ne veux même plus discuter de tout cela. Moi, je ne connais pas l'entourage. Je connais une seule personne, c'est Gbagbo Laurent. C'est avec lui que j'ai fait mon parcours. Quand j'étais en prison, je n'étais pas en prison avec un entourage. Quand la CPI me cherchait au Ghana, la CPI ne cherchait pas un entourage. La CPI cherchait Charles Blé Goudé. Quand l'ONU a condamné ici, m'empêcher de voyager, l'ONU n'a pas condamné un entourage. L'ONU a condamné Charles Blé Goudé. J'étais empêché de voyager. J'étais au Ghana. J'étais en clandestinité. Mais c'était pour qui? C'est pour le président Gbagbo. Je ne peux pas faire tout ça et rentrer en conflit avec lui. M. Delassouba, je lui demande pardon si je l'ai choqué. Professeur Dion? Oui, alors, je vais dire trois choses. Je vais tâcher de ne pas être très long. Et je vais continuer sans nous couper la parole. Oui, allez-y. Je ne peux pas prétendre aller chercher la paix auprès des Ivoiriens et moi-même être en conflit avec celui que j'ai appelé mon père. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Moi, je veux être cohérent avec moi-même. Je ne veux pas prétendre aller balayer tout le village quand mon propre cou est sale. Je demande pardon au président Gbagbo. Sans même savoir chercher qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le fils qui parle au père. Ce n'est pas le politique qui parle. Parce qu'on me dit souvent, oui, pourquoi il n'a pas dissous le COGEP? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Mais et si c'est la condition pour que votre père vous accorde son pardon? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Et si c'est la condition? Mes amis étaient ici pendant que je... Peut-être que si vous dissolvez le COGEP, tout de suite, les choses vont se régler. Monsieur Delassouba, j'étais en prison. Quand des jeunes gens qui pratiquement n'avaient rien à manger ont gardé le COGEP. Ils étaient recherchés. Ils ont fait la prison. D'autres sont morts. Et je viens à Abidjan et je dissous le COGEP. Ça, je dis, ça c'est un autre terrain qui est politique. Mais je parle vous avez parlé des relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Je dis, si jamais je l'ai choqué, sans même chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait, je lui demande pardon pour être en harmonie avec moi-même ma propre démarche. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais ici demander sur ce plateau, s'il vous plaît, je ne répondrai plus à aucune question relative à ce sujet. Est-ce que vous pouvez me concéder ça? Oui, bien sûr, on a d'autres sujets de toute façon à aborder. Professeur Dion, vous voulez réagir? Allez-y. Alors, ma première réaction, ça sera que ce qu'il vient de dire, c'est ça qu'il doit dire. Wow. Il a fait 10 ans
avec Laurent Gbagbo à La Haye. Le contact n'était pas seulement physique. Tout ce que Laurent Gbagbo lui a dit, tout ce qu'ils ont partagé, le sourire de Gbagbo qu'il a vu, les consignes de Gbagbo, les poignées de main, ça, personne n'a reçu ça de Gbagbo si ce n'est Charles Blé Goudé. La grande bénédiction que lui reçoit de Gbagbo, c'est le fait d'être resté avec Gbagbo pendant 10 ans. Et je pense que tous ceux qui vont être avec Gbagbo, jusqu'à ce que Gbagbo finisse la politique, ils n'auront pas cette grâce et cette bénédiction. C'est pour ça que je souhaite, et c'est ce qu'il vient de dire, qu'il n'y ait même plus de mots à l'endroit de Laurent Gbagbo qui est son père. Parce qu'il aura tout reçu. Pour moi, spirituellement parlant, lui, il a tout reçu de Laurent Gbagbo. C'est la première chose. La deuxième chose qui me ramène un peu à ce qu'on a dit. Tout à l'heure, j'ai dit que le mal, c'est la maladie, ce n'est pas le médecin. Il a identifié le mal, il a parlé des élections. Que les gens sachent que ceux qui ont fondé la démocratie sont partis du principe que le pouvoir est dangereux. Et parce que le pouvoir est dangereux, on ne le donne pas à une seule personne. On ne le donne pas à quelques personnes. On le donne au peuple. Et ce pouvoir-là, on ne donne pas cela à quelqu'un tout le temps. D'où la logique de l'alternance. Si on a compris ça, on est dans une démocratie dynamique. Mais c'est quand on a peur de l'alternance, quand on est dans la logique de « après moi, c'est moi », voilà toutes les difficultés que nous avons. Mais quand on est dans la logique de « après moi, c'est toi », après toi, c'est lui, mais vous verrez qu'on va mieux respirer en Afrique parce qu'un parti qui sait que le Ali Diarra-Souba président n'a que 10 ans à faire. Et après 10 ans, vous m'envoyez sourire, quoique je n'ai aucune ambition. Pour l'instant, on a trop entendu ça ici. Non, je suis très bien dans ma posture de journaliste. Je présente mes émissions. Allez, terminez, professeur Dion. Il faut qu'on adopte cette posture-là au point où c'est tellement risible de voir que commission électorale autonome, commission indépendante, mais un pays où tout fonctionne normalement, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. 18h, on a fini les élections, 20h, on a les résultats, on passe. Professeur Dion, vous le dites comme s'il n'y aurait pas de risque de soupçon des mêmes partis politiques qui diraient le ministre est membre du parti au pouvoir, il y aurait encore des suspicions, professeur Dion. Il y a eu à certaines époques le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Les mêmes partis d'opposition. Mais il s'agissait de consolider. Et quand on s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire que si on avait continué dans cette logique, on avait consolidé. Mais pourquoi on n'a pas continué? Parce qu'il y a eu des objections. Mais parce que aussi, je reviens à la question de l'alternance. Parce que aussi, il y a la volonté de perdurer. Je termine sur la troisième chose. Allez-y. Sur la parole politique. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est une sorte de parole politique que moi j'encourage. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler à ceux à qui on veut dire ou on veut demander des choses essentielles. C'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, on veut gagner la paix. Oui, nous voulons tous gagner la paix et la réconciliation. Mais quand on veut gagner la paix, on se tient loin des extrêmes. C'est ça. La paix n'est pas un extrême. La paix, c'est un maximum. C'est différent. Donc, que les Ivoiriens comprennent et que les hommes politiques comprennent que quand on dit politique, la politique ne rime pas avec injure, avec grossièreté. Dans politique, il y a le mot police. Dans police, il y a civilité, civilisé. Donc, dans politique, il y a politesse, il y a courtoisie dans les mots, il y a élégance dans les actes. Une fois qu'on est configuré de cette façon, on comprend que, en fin de compte, l'indécence d'une parole, Ali, ça peut tuer la pertinence de votre parole. Votre parole peut être juste, mais son indécence et sa grossièreté, c'est pour ça qu'il y a un grand penseur ivoirien que je salue au passage, professeur Logbo-Niézé, qui dit qu'il est des mots et des paroles comme des odeurs et des fleurs. Une fleur qui ne sent pas bon, un parfum qui ne sent pas bon, allez, on s'en éloigne. C'est pour ça que des paroles qui blessent
Vous ne pouvez pas attendre du chef de l'État qui pose un acte de réconciliation quand vous lui demandez des choses, mais avec des injures et des grossièretés, avec discourtoisie. Je suis entièrement d'accord avec M. Charles Blé Goudé sur ce point-là. Charles Blé Goudé, je suis bien obligé de vous demander de prendre un engagement. Vous reviendrez, parce qu'il était prévu qu'on aborde des questions d'économie, de politique internationale. Malheureusement, nous sommes presque au terme. Non, M. Souba, moi, oui. je suis à votre disposition. Très bien. Pour des questions qui engagent l'intérêt national, et je suis à votre disposition. Je suis vraiment disposé dans l'esprit à aborder toutes les questions. Je suis à Abidjan. Vous m'invitez à n'importe quel moment. Je viendrai pour qu'on puisse donner une suite à cette émission. Mais pourquoi attirer les rigues? Très bien. Charles Blé Goudé, quand vous nous avez reçus à La Haye, vous avez dit ceci. On suit avec le concours de la réalisation. En répondant à une question. Quand on veut être président de la République de son pays, c'est bien parce qu'on a quelque chose à apporter. Les jeunes Ivoiriens, vous avez dit les choses ont évolué. Les jeunes de 2000 ont 22 ans aujourd'hui. Beaucoup de choses sont passées derrière vous. Quelle est la valeur ajoutée que vous souhaitez, vous, apporter en tant que président de la Côte d'Ivoire s'il advenait que vous occupiez ce poste un jour? M. Delassouba, vous me posez exactement la même question quand je serai en Côte d'Ivoire. Je prends rendez-vous avec vous. Quand je serai en Côte d'Ivoire, vous me posez exactement la même question. Mais c'est à l'étranger, c'est l'honneur. On serait en football qu'on aurait parlé de la VAR. Charles Blé Goudé, vous êtes à Abidjan, en face de moi. La valeur ajoutée, pourquoi vous voulez tant être président de ce pays? Qu'est-ce que vous ferez que les autres présidents n'ont pas fait? C'est la première fois que vous voyez un parti politique qui renonce à des élections pour la paix. D'abord ça, c'est une valeur ajoutée. Deuxièmement, beaucoup de personnes me posent la question, quel est son projet? Il y en a qui pensent même me moquer. Un projet politique, ça se construit. En ayant fait l'inventaire de l'existant. Moi, je veux faire les choses autrement. Le comment, c'est la question que vous me posez. Je ne suis pas en campagne présidentielle. Là où je suis assis. Ça, c'est un report à nouveau. Là. Non, je ne suis pas en train de reporter. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, est-ce que je reviendrai ici? J'ai dit volontiers. Mais je vous dis que je ne suis pas en campagne présidentielle. Tout s'interprète trop tôt dans ce pays. Je vous ai dit qu'un jour, je vais diriger ce pays. Je ne suis pas en campagne. Pour venir ici et puis déballer mon projet de société, parce que c'est ce qu'on me demande. Je travaille d'arrache-pied pour confondre ceux qui pensent qu'au COGEP, on ne connaît rien. Pour confondre ceux qui pensent que notre génération, elle est là pour accompagner. Nous préparons ardemment notre projet de société, M. Delassouba. Ce n'est même pas à vous que je vais l'exposer. C'est au peuple de Côte d'Ivoire que je vais l'exposer. À travers les médias? Mais bien sûr que ça viendra. Donc à travers nous? Bien sûr que ça viendra. Mais nous sommes en train de travailler. Et n'ayez crainte. Nous viendrons ici. Nous allons parler des grandes lignes de notre projet de société. Mais des élections qui ont lieu en 2025. Vous me demandez, moi maintenant, de m'asseoir là, pour vous dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Merci en tout cas de faire la révélation selon laquelle 2025, vous serez candidat. Non, je n'ai pas dit ça. Il dit des élections auront lieu en 2025. Des élections auront aussi lieu en 2030. Voilà, mais pour l'instant, 2025, je ne donc suis moi candidat. Que vous serez candidat en 2025. La date la plus proche. Vous y pensez en vous rasant tous les matins, 2025? Oui, j'y pense pas pour moi-même. Pour qui? Mais pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, qu'est-ce qu'on nous réserve encore? C'est ça. Les hommes politiques sont forts, hein? Ah oui, dans la rhétorique. Qu'est-ce qu'on nous réserve encore, M. Delassouba? Vous savez, la vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. Un leader doit anticiper. Chaque fois que je parle de paix, vous souriez. Moi, j'ai vécu des choses terribles. Je veux faire les choses autrement, M. Delassouba. Mon projet de société, personne n'arrivera à m'impressionner, à fouetter mon orgueil, pour que je vienne sur ce plateau, oui, tout de suite, voilà ce que... Non. J'attends mes contradicteurs. Ceux qui seront candidats face à moi. Quand je déciderai d'être candidat un jour, vous allez nous inviter sur ce plateau, on va parler. C'est projet contre projet. Moi, je ne parle pas dans le vide. Ils sont assis en ce moment, ils prennent note. Ils sont assis en train de... Oui, je sais. Très bien. Franck Stéphane, monsieur, s'il vous plaît, très rapidement, allez-y. Très rapidement. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire attend beaucoup du personnel politique. En effet. Et je pense que, après, c'est une question d'appréciation, hein, mais je pense qu'il n'est pas déraisonnable de pouvoir dire à ce peuple-là, aujourd'hui, voilà les difficultés en face desquelles vous êtes, nous, voilà les propositions que nous faisons, qu'on soit demain au pouvoir ou
maintenant dans l'opposition, de sorte que ceux qui sont actuellement au pouvoir puissent s'en inspirer. Je pense que ce n'est pas gênant d'être force de proposition. Si tant est qu'on se bat pour ce peuple-là, parce qu'à la fin, que ce soit l'équipe actuelle qui réalise ce que vous proposez, mais si tant est que ça répond aux soucis pressants des populations, je pense qu'il n'y a pas de gêne à cela. L'autre chose, je me sens interpellé. Oui, on le laisse terminer et puis je termine et puis vous allez répondre. Il termine rapidement. En 15 secondes, après, c'est à mon tour. Oui, bien sûr. Dans l'élément que vous avez présenté, vous lui avez posé clairement la question, M. Charles Blé Goudé, quel est votre projet pour valeur ajoutée, votre projet pour le peuple de Côte d'Ivoire? La réponse qui a été donnée, c'est que lorsque je serai en Côte d'Ivoire, je vous en parlerai. Ce qu'on entend, c'est que le COGEP est actuellement en train de travailler. Je pense que c'est de bon aloi aussi de dire, peut-être que j'avais pensé à un certain nombre de choses, mais j'essaie de confronter cela à la réalité du terrain et après, je vous ferai proposition de mes projets. Mais franchement, comme le ministre veut me mettre à l'aise, je vais le dévancer. On est au terme de l'émission. Je pense que il faut que je parle. Ce n'est pas gênant de proposer, parce qu'il y a plein de sujets. Je vous en fais une pile là-dessus. Absolument, on s'en souvient. Monsieur de la Souba, oui, Charles Blé Goudé, allez-y. Je vais évoquer 3 points seulement. Oui, allez-y. La question qui fait l'actualité juste avant que je n'arrivais, c'est la question des docteurs qui ont été en prison. J'ai une proposition là-dessus. Laquelle? Dans mes recherches, je me rends compte que le ministère de l'Enseignement supérieur accorde près de 1,5 milliard à des heures complémentaires. C'est-à-dire, on donne cet argent à des enseignants qui sont déjà en fonction, avec des heures complémentaires. Pourquoi les heures complémentaires? Cela veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Mais ces heures complémentaires-là, c'est 8,5 milliards. Seulement la moitié. 1,5 milliard, vous avez dit? 8,5 milliards. Seulement la moitié peut permettre de recruter seulement 400 enseignants. Bon, malheureusement, on est au terme, sinon professeur Dion et docteur... S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Vous avez demandé un programme, non? Oui, bien sûr. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Parlez. Vous avez demandé un programme. Vous avez demandé ma réaction sur des sujets d'intérêt. C'est ça. J'ai aussi fouillé au niveau du ministère de la Santé. Je me rends compte qu'un budget a été dégagé, 730 milliards pour réhabiliter des centres de santé, pour construire des centres de santé, pour construire des CHU. Mais la pyramide sanitaire n'est pas respectée. Pourquoi je le dis? L'OMS dit qu'il faut au moins un centre de santé à moins de 5 km des populations. Pour rapprocher, pour désengorger les CHU. Monsieur de la Souba, la somme qui est dégagée de ces 130 milliards, ce sont 3 milliards pour la réhabilitation des centres de santé pour construire. Mais dans ces 63 milliards, moi je pense qu'on peut aller loin. Selon eux, un centre de santé coûte 215 millions. Si on construit 1000 centres de santé, ça fait 215 milliards. Ça fait 30% des 730 milliards. Ça rapproche. Et ça désengorge parce que quelqu'un ne quitte pas sa cour pour aller directement au CHU. Il faut passer par ce qu'on a appelé les établissements sanitaires de premier contact. C'est cela. Ce sont les centres de santé ruraux, urbains ou communautaires. Il faut donc respecter cette pyramide-là. Nous, on aurait fait autrement, nous au COGEP. Vous allez même voir que dans l'enveloppe allouée dans l'assurance maladie universelle, l'enveloppe de fonctionnement des structures est même plus élevée que l'enveloppe allouée aux prestations. On peut inverser la courbe. Et pourquoi on est étonné après que la population ne se bouscule pas pour aller payer? Peut-être parce que les prestations ne sont pas à la hauteur des espérances. D'accord? Je veux qu'on discute ce sujet, mais je ne suis pas pressé. D'accord, très bien. C'est parce que je savais qu'on allait avoir un débat que je vous dis, je ne suis pas pressé. Invitez-moi ici, on va discuter. Très bien. Moi, je ne suis pas un politicien qui vient ici pour faire des proverbes seulement. Hein. Je suis africain. D'ailleurs, vous n'en avez pas servi suffisamment ce soir. Les internautes en raffolent. Si vous devrez nous servir un proverbe, une figure imagée avant de nous quitter ce soir, ce serait lequel? Notre pays est un pays solide, qui a du potentiel, qui connaît des crises, mais elle reste la Côte d'Ivoire. Quelle que soit la force de la pluie, elle ne change jamais le plumage de l'oiseau. Ouais.
Très bien. On peut l'emporter. Hein. Monsieur, non, nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, Dr Bangali Gédéon Ngoran, enseignant-chercheur à l'Université de Lorounion-Guédé de Daloa. Professeur Simplice Yodédian, merci beaucoup d'être venu. Franck Stéphane Dédi qui a ses cartons en main, malheureusement, on n'aura pas les cartons ce soir. Voilà, Landry Couillot, merci d'être venu. Docteur Arthur Banga. De vous donner la parole, je l'ai pas. Promis de vous donner la parole. Oui, après Franck. Est-ce que vous pouvez intervenir en 10 secondes? Vous ne pouvez pas, malheureusement. Si. Allez-y, 10 secondes. Rapidement, j'étais très touché par la partie émotionnelle. On va sortir de la partie émotionnelle avec le président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, merci pour ce message. Il y a longtemps que j'attendais ça de vous. Et vous l'avez fait aujourd'hui. Bravo. Mais quand on avait le côté personnel, la gauche est en lambeau aujourd'hui. Il reste 5 secondes. La gauche n'est pas unie. Il y a plusieurs partis de gauche. Et vous, si le COGEP est encore à gauche, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une grosse faiblesse? Et je suis le premier à reprocher à Laurent Gbagbo de n'avoir pas assez fait pour la rassembler. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour que la gauche soit rassemblée? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la gauche, pour parler comme mon ami, n'est pas en capacité de gagner les élections, d'abord parce qu'elle est divisée. Charles Blé Goudé, ce sera la réponse à cette question, sera votre mot de fin. La gauche n'est pas en dehors de la société ivoirienne. Ce pays, lui-même, il est divisé. Il a connu une crise grave. Des plaies qui résultent d'une telle crise ne se pensent pas en un jour. Laurent Gbagbo lui-même a passé plusieurs années en dehors de ce pays. Moi aussi. Moi, je viens d'arriver, puisque c'est à moi que la question est posée. Laissez-moi cartographier au moins les mots que vous avez déjà cartographiés. Ne me jugez pas en 5 mois. On croit beaucoup en vous. J'ai fait 12 ans hors de ce pays. J'ai beaucoup souffert de ce que j'ai vécu. Laissez-moi le temps de me reconstruire. Vous attendez beaucoup de moi, aidez-moi à me reconstruire. Ensuite, on va résoudre les problèmes. Charles Blé Goudé, merci d'être venu sur le plateau de NCI 360. On espère vous revoir très bientôt pour aborder d'autres questions. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs. Vous étiez nombreux à suivre le live et commenter le live Facebook de cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.